Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de votre visite en France? Je suis venu rencontrer de la Fédération IFDG de France et puis prendre contact avec les autorités françaises qui, comme vous le savez, s'étaient beaucoup impliquées pour l'ouverture du dialogue et pour la conclusion de l'accord du 3 juillet qui n'est pas complètement mis en œuvre. On ne sent pas une volonté politique réelle de mettre en œuvre un certain nombre de dispositions. Donc il fallait attirer leur attention sur ça et leur demander naturellement de s'impliquer dans la mesure où cet accord est paraphé par l'ambassadeur de France, et bien entendu celui des États-Unis, le délégué de l'Union européenne et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il y a 4 dispositions essentielles qui ne sont pas encore mises en œuvre. La première disposition, c'est celle qui engageait le gouvernement à diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis à l'occasion de nos manifestations pacifiques. Vous savez que l'opposition avait perdu 56 jeunes qui ont été tués à bout portant par les forces de l'ordre. Aucune enquête n'a été menée, aucun agent des forces de l'ordre n'a été interpellé, et moins encore déféré. Il n'y a même pas eu une sanction administrative à l'encontre des responsables de ces corps. Donc au cours du dialogue, l'opposition avait exigé que ces enquêtes soient menées et que les auteurs ou commanditaires soient déférés devant le tribunal. Ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition, c'est celle qui engageait le gouvernement à indemniser les victimes de ces violences. Ceux qui avaient perdu des proches devraient être indemnisés. Ceux dont les boutiques ont été incendiées, vandalisées par les forces de l'ordre avec l'appui de la milice de RPG devraient aussi être indemnisés. Ça fait 2 points. Le troisième point, le parti au dialogue s'était engagé à organiser les élections communales avant le 31 mars 2014. À ce jour, aucune disposition n'a été prise et personne n'en parle. On ne justifie pas le fait que les élections n'aient pas été organisées et on ne voit rien venir par rapport à ces élections. Moi, elles sont importantes pour le pays, dans la mesure où le mandat des élus locaux est largement dépassé, mais en plus, M. Alpha Condé, dès qu'il s'est installé au pouvoir, avait révoqué tous les conseillers communaux pour mettre en lieu et place des délégations spéciales composées exclusivement des responsables du RPG. Si bien qu'aujourd'hui, ils contrôlent tous les élus locaux et on a vu, ils ont joué un rôle majeur dans l'organisation de la fraude lors de ces élections législatives. Le 4e point, qui n'est pas encore mis en œuvre, c'est le recrutement de nouveaux opérateurs pour la révision de la liste électorale et qui doit précéder l'élection présidentielle de 2014. On n'a pas beaucoup de temps, on ne voit aucune initiative allant dans le sens de l'exécution de ces engagements qui étaient pourtant contenus dans ce document important qui a sanctionné le dialogue qui s'est tenu au mois de juin 2013. Croyez-vous que la présidentielle pourra se tenir en 2015, comme prévu? Écoutez, il faut qu'elle se tienne en 2015. Si, après le 15 décembre 2015, l'élection ne se tient pas, la Guinée n'aura plus de président de la République. En ce moment, il faudra constater la vacance du pouvoir et prendre disposition. Parce que M. Alpha Condé est élu pour 5 ans. Il a été investi, je crois, le 15 décembre, et donc son mandat finit le 15 décembre. Je pense que c'est dans son intérêt et dans l'intérêt du peuple guinéen de veiller à ce que ces élections soient organisées avant cette date. Peut-on dire aujourd'hui que le divorce est consommé entre vous et M. Baouri? Peut-être oui, ça dépend un peu de lui. Je pense qu'il est interpellé par beaucoup de responsables et militants, même sympathisants du parti, pour qu'il rejoigne les rangs, qu'il arrête de dire qu'il dirige en tant que vice-président de l'IFDG l'opposition extra-parlementaire, parce que l'IFDG est au Parlement. Nous souhaitons qu'il revienne à la raison et qu'il rejoigne les rangs de l'IFDG pour qu'on continue le combat. Parce que ce combat solitaire, inopportun et improductif qu'il est en train de mener contre l'UFDG n'est pas vraiment utile pour la Guinée, utile pour lui-même, n'est pas non plus utile pour le parti. Donc nous espérons toujours qu'il va se raviser et revenir dans les rangs de l'UFDG pour que nous continuions ensemble le combat que nous avons entamé depuis
un certain moment. Vous avez accepté de siéger dans une assemblée issue d'une élection controversée alors qu'il y a eu des morts. N'avez-vous pas le sentiment d'avoir trahi ces victimes? Il n'y a pas eu de mort à l'occasion des élections. Donc, pour qu'il y ait une élection propre et transparente. Oui, nous avons décidé d'aller au dialogue. Nous nous sommes engagés à participer aux élections et nous avons pu négocier que par rapport aux morts, que les enquêtes soient menées, que les coupables soient déférés, mais que les familles des victimes soient indemnisées. Et nous avons décidé au niveau du parti donc de participer aux élections. C'est vrai que les élections ont été entachées d'irrégularités qu'on a dénoncées. On avait pensé que la Cour suprême allait statuer là-dessus et s'est déclarée incompétente. On était déçus, indignés face à ce refus de la Cour suprême d'assumer ses compétences constitutionnelles. Mais bon, à l'issue de la consultation de nos bases, sur la question de savoir est-ce qu'il fallait siéger ou non, l'ensemble des militants, des responsables du parti, ont souhaité que l'UFDG, avec 37 députés, siège, pour les raisons suivantes. Premièrement, ces 37 sièges ont été obtenus à l'issue d'un combat titanesque. Tout était fait pour empêcher les militants de l'UFDG de voter. Beaucoup n'ont pas pu recevoir leur carte d'électeur. Beaucoup ont été affectés à des bureaux de vote situés jusqu'à 50 km de leur résidence. Malgré tout, ils se sont battus. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres. Je donne toujours l'exemple de Tamagali. Depuis 1993, il y a un bureau de vote à Tamagali. Ils ont envoyé les électeurs de Tamagali à 45 km. Ils sont allés à moto, ils sont allés en véhicule, ils sont allés à pied pour voter, pour respecter la consigne de la direction du parti. Et ils ont voté, mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont surveillé, parce que les préfets, les démembrements de la CENI, les ministres ressortissants de ces localités étaient là pour détourner leur suffrage. Ils se sont battus. Donc il n'était pas aussi juste à l'égard de ces militants de jeter ça à la poubelle. On a décidé donc de siéger pour porter le combat au sein de l'hémicycle. Ça ne signifie pas qu'on se limite exclusivement à l'hémicycle, je l'ai dit et je le répète, s'il y a lieu, on reprendra la rue. Tout ce que le droit nous reconnaît comme possibilité dans la lutte pour le respect des principes et des règles démocratiques, pour le respect des principes et des règles de l'état de droit, pour la protection des droits humains, naturellement, l'UFDG mènera le combat aussi bien à l'hémicycle et, si nécessaire, au niveau de la rue. Et donc, nous avons décidé de siéger. Nous privilégions le dialogue et le débat au niveau de l'hémicycle. Mais si ne porte pas, si on n'obtient pas de résultat, eh bien, nous n'hésiterons pas aussi à user des autres droits que la Constitution a reconnus aux partis politiques et aux associations pour protester, pour exprimer notre désaccord avec la mauvaise gouvernance, avec la violation de la loi, avec les dérives autoritaires du pouvoir de M. Alpha Condé. Alors, que pensez-vous de la décision de M. Lansana Kouyaté de bouder l'Assemblée nationale, de ne pas siéger? Écoutez, j'ai répondu à cette question, je le comprends. Il a été victime d'une fraude particulière, parce que l'objectif de M. Alpha Condé, c'est de montrer qu'en Haute-Guinée, il n'y a que lui, il n'y a pas un autre, si bien que tous les suffrages qui ont été exprimés en faveur des autres candidats ont été soit annulés, soit crédités au RPG. Vous avez vu les résultats, des taux de participation à la soviétique. À Mandiana, 97% de taux de participation, c'est jamais vu. 97% de suffrages en faveur de Condé, pratiquement zéro bulletin nul. Ils ont procédé au bourrage des urnes, ils ont falsifié les PV pour qu'on dise que dans cette région, c'est l'unanimité autour d'Alpha Condé, parce qu'ils ne voulaient pas que dans ce qu'ils considèrent comme le fief, M. Alpha Condé, que notre candidat émerge. Je comprends, mais je vais souhaiter que M. Kouyaté siège. Et en tant qu'allié, au sein de l'opposition, nous avions essayé de fléchir sa position afin que ces deux députés viennent se joindre à nous pour effectivement donner plus d'efficacité au combat que nous avons décidé de mener au sein de l'hémicycle. Bon, il était frustré, il n'a pas cru devoir réviser sa position et donc il a décidé de côté. Bon, c'est son droit, on le respecte. Et Jean-Marie Doré vient de vous accuser comme quoi vous avez trahi l'opposition en soutenant vos remarques. Quelle est votre version des faits? Bon, je n'ai même pas cru devoir démentir ça.
parce que ça n'a pas de sens. Nous avons, lorsque les partenaires techniques et financiers ont proposé à l'opposition d'accepter d'aller avec Weramet, sous réserve qu'ils s'engagent à sécuriser le fichier, en mettant en place une assistance technique forte, capable de neutraliser complètement Waymark au cas où il était dans ses intentions de tripatouiller le fichier. Nous nous sommes retrouvés, au niveau de l'opposition. Nous avons examiné le problème. Et croyez-moi, c'est une décision de toute l'opposition républicaine d'accepter ce paquet de solutions telles que présentées par les partenaires techniques et financiers. Et j'étais peut-être le dernier à accepter parce que j'étais peut-être le moins bien placé pour accepter cette solution. Mais dès lors qu'il fallait soit continuer le combat dans la rue, soit boycotter les élections, après avoir consulté aussi le parti, nous avons adhéré à cette position et c'est une décision de toute l'opposition. Lansana Kouyaté était là, Bouba Silla était là, Jean-Marc Théliane était là, Sidia était là. Il y a eu un débat de l'opposition et c'est à l'issue d'un débat long et laborieux que l'opposition a décidé d'y aller. Ce n'est pas dans ma nature de me lever comme ça en pleine réunion pour dire l'UFDG accepte. J'ai toujours essayé de préserver l'unité de l'opposition. Cette unité est préservée lorsque vraiment vous ne décidez pas de façon solitaire, vous consultez vos collègues, vos alliés, et dans ce cas de figure, l'acceptation de Waymark, c'était vraiment une décision de toute l'opposition, compte tenu de l'engagement des partenaires à accompagner le processus, à envoyer des missions d'observation, à mettre en place une assistance technique forte pour veiller justement à l'équité des élections. Et donc, je n'ai pas cru devoir répondre à M. Jean-Marie Boulay parce que tous les autres étaient là pour le savoir. J'ai appris que d'ailleurs Boubacar Silla l'a fait et que Jean-Marc Théliane et même Sidia a dit que c'était une décision collective. Ok, récemment vous avez dit à Dibreka que les commentaires de la rébellion de 2000 contre la Guinée sont encore là. Est-ce qu'on peut connaître qui sont ces gens-là? Non, c'est pas à moi de le dire. Je pense que les Guinéens savent, il y a beaucoup qui savent. Je n'ai pas à nommer des personnes. Nos lecteurs ont besoin de savoir. Oui, peut-être que ça viendra. Alors, vous avez récemment rencontré Diallo Sarkadi. Qu'est-ce que vous êtes dit? D'accord. Nous, on a eu un entretien entre amis. Je savais qu'Adi me rendre visite à l'hôtel. On a eu un aparté au cours duquel on a échangé sur l'actualité, sur nos relations. Et pour l'instant, c'est tout ce que je puis dire. Alors, une dernière question. Qui est derrière cette rencontre? Qui a organisé la rencontre? Non, il n'y a pas... Je ne sais pas qui a vraiment favorisé la rencontre. Bon, beaucoup ont dit que c'est Steve. Steve continue de nous parler, de lui parler. Je ne sais pas, il a pu peut-être apporter une contribution. Lorsque M. Sadakadji est venu, Thibaut était dans mon salon et nous sommes entrés dans la chambre, on s'est entretenus. Il n'y avait pas de témoin lorsque M. Amdouri Sadakadji et moi, on s'est vu. Bon, c'est sûr que Thibaut est un ami commun. Je ne sais pas s'il a sensibilisé pour qu'il soit là. On s'est parlé, je savais quasiment au téléphone, il m'a dit qu'il vient me saluer. J'ai dit ok, d'accord, et puis il est arrivé, et on s'est entretenu. Ça, c'était une nouvelle de Guinée. Et maintenant, on passe sur Guinée Information, parce que moi, je veux, moi, je veux rester surtout sur l'affaire Waymark. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'affaire Waymark. Et maintenant, dans l'accord du 3 juillet, il a été dit que pour les élections de 2015, Waymark sera écarté au profit d'un nouvel opérateur. Et aujourd'hui, l'opposition semble très ferme sur le fait que Waymark n'organisera pas les élections de 2015. Mais ni dans les accords du 3 juillet, ni dans le code électoral, il est écrit que Waymark ne doit pas organiser. Maintenant, si le professeur Alpha Condé ont décidé aujourd'hui d'écarter Waymark en cas de nouvel appel d'offres et que Waymark remplissait les conditions, et là aussi, on sait très bien que les membres de l'administration et de la société civile votent toujours avec la mouvance présidentielle.
ce qui signifie que l'opposition sera minoritaire au sein de la CENI pour décider si Waymark reviendra ou pas. Cela veut dire que même si on renvoie Waymark aujourd'hui, Waymark, s'il remplit les conditions, peut revenir demain. Est-ce qu'il ne faut pas, pour l'opposition, de rester dire à ses militants, on va refuser Waymark, on va refuser Waymark. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur le cahier de charges du nouvel opérateur, que même si c'est Waymark qui revient, les élections seront transparentes? Ce que nous avons déploré, c'est l'absence de toute initiative pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord. Et parmi les dispositions qui ne sont pas exécutées, il y a le recrutement du nouvel opérateur. Il y a un travail technique préalable qui doit être mené. Il faut rédiger le cahier de charges, il faut élaborer un dossier d'appel d'offres de manière à pouvoir lancer ce appel d'offres. Ce travail est technique. Je pense que les partenaires comme l'Union européenne et le PNUD sont disposés à mettre en place une assistance technique pour le faire. Nous allons effectivement demander à ce que cela soit fait. Je vous ai dit, si nous sommes mal à l'aise, c'est parce qu'on ne voit pas d'initiative allant dans le sens de la mise en œuvre de ces 4 dispositions que nous avons énumérées, y compris le recrutement du nouvel opérateur. On a mené un combat contre Waymark. On a accepté le principe de renvoyer Waymark et de faire un appel d'offres international sur la base d'un cahier de charges qui sera rigoureux. Je ne pense pas, avec l'incompétence avérée dont Waymark et Sabari ont fait preuve pendant ces élections, reconnues par la mission d'observation de l'Union européenne et l'ensemble des partenaires, qu'on puisse encore reconduire Waymark, même si ce n'est pas dit clairement dans les textes que Waymark est exclu de la compétition. Je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. Il faut aussi avoir à l'esprit que tout ce qui a été fait contre Waymark et toutes les incohérences, l'incompétence dont cet opérateur a fait montre pendant ces élections législatives, je pense qu'on aura un cahier de charge que Waymark ne pourra pas satisfaire. Oui, mais étant donné que vous êtes minoritaire à la CENI et que c'est la CENI qui va avaliser cet appel d'offres, donc cela signifie, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui préparer les militants que même si c'est Waymark, les élections, il y a un cahier de charges qui sera respecté? Est-ce qu'il ne faut pas après... Nous allons veiller au respect du cahier de charges. Quand même, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la CENI qu'on va laisser une CENI ou n'importe quelle administration violer un cahier de charges qui aura déjà emporté l'adhésion des partis politiques. Et je pense que ce dossier d'appel d'offres, y compris le cahier de charges, va être élaboré par des gens compétents, soucieux, naturellement, de la transparence des élections et de l'efficacité des opérations qui vont être menées par cet opérateur. Je vois mal Waymark et Sabari revenir par une autre porte, étant donné, en plus du fait qu'ils sont partisans, c'est connu, ils l'ont prouvé, il y a le fait qu'ils se sont avérés incompétents pendant ces élections. C'est presque l'unanimité là-dessus. M. Sidya Touré propose, il y a quelques jours, il a proposé dans les GG à Conakry qu'il préfère qu'on s'oriente vers une CENI politico-technique, c'est-à-dire on met un conseil d'administration où on retrouve les partis politiques et qu'on confie la partie technique soit à l'Union européenne ou d'autres institutions. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Non, je pense que la mission d'observation de l'Union européenne a proposé une CENI semi-technique. Il s'agit de mettre en place une administration électorale où on recrute des gens sur la base de dossiers, sur la base de compétences données. Et puis on met au niveau politique un conseil d'administration qui va être composé des partis politiques. Et c'est ça que l'Union européenne a proposé. Je n'ai pas écouté la proposition de Sidya, mais je pense que ça doit aller dans la même direction. Ce qui est vrai, c'est que tout le monde est d'accord pour que la CENI soit changée et qu'on met une CENI qui est différente dans la conception de cette CENI qui a organisé ces élections législatives. Je pense aussi bien du côté du gouvernement, des partenaires techniques financiers que de l'opposition. Je pense que c'est un point sur lequel on est tous d'accord. Maintenant, je crois que l'Union européenne est disposée aussi à mettre en place une assistance technique pour définir la structure de cette CENI qui est proposée par sa mission. Ok, mais hier on vous a entendu sur France 24 évoquer le fait que vous n'avez pas discuté avec le professeur Alpha Condé depuis le mois de juillet 2012.
mais vous avez participé à un dîner qu'il avait offert, ce qui a d'ailleurs favorablement reçu par les Guinéens pour dire que vous avez participé à ce dîner-là. Donc vous avez participé à ce dîner, vous n'avez ni rencontré ni le professeur Alpha Condé, ni le roi Mohamed VI? Non, je n'ai rencontré ni l'un ni l'autre. Je suis venu répondre à l'invitation qui m'a été adressée à cette occasion. J'ai beaucoup de respect pour la coopération guinéo-américaine et j'ai voulu marquer aussi mon soutien à cette coopération en me rendant à cette invitation, à ce dîner. J'ai répondu à l'invitation pour marquer aussi mon soutien à la coopération guinéo-marocaine. Maintenant, je vais revenir sur le plan économique. Ouais. On constate que sur le plan macroéconomique, le président Alpha Condé est félicité par tous les partenaires, y compris le Fonds monétaire international. Mais dans le quotidien des Guinéens, ça ne se ressent pas. À votre avis, à quoi est dû cela? Non, je pense que le programme qui devait mener au point d'achèvement de l'émission type PPTE a été mené et la Guinée a pu accéder donc au point d'achèvement. Il a fallu serrer les dépenses et augmenter les taxes et les impôts, ce qui jaillit naturellement sur le quotidien des Guinéens. Mais ça, comme je l'ai dit tantôt, le point d'approchement crée des opportunités. Pour que l'investisseur vienne risquer son capital, que l'investisseur soit guinéen ou étranger, il faut la confiance, il faut une visibilité. Or, malheureusement, avec M. Alpha Condé, on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas, on ne sait pas quelle est la politique, qu'est-ce qu'il va faire demain. Il n'y a pas de politique économique, de stratégie sectorielle définie où chacun se retrouve, où le rôle de l'État est défini, le rôle du secteur défini, les règles sont claires et on est sûr qu'elles vont être appliquées. Je donne un exemple. Sur le secteur de l'agriculture, M. Alpha Condé a décidé d'importer des engrais, de les faire distribuer par l'administration ou le RPG, sans préciser les conditions d'accès à ces engrais, sans avoir étudié auparavant de quel type d'engrais on a besoin à Yemberen, à Mandiana ou à Lola. On a importé les mêmes engrais. On a dit oui, il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas comme ça qu'on crée une agriculture compétitive. Il faut un paquet. Il y a beaucoup de contraintes à lever pour arriver à accroître la productivité, le rendement dans le secteur agricole et rendre notre agriculture vraiment compétitive. Parce que nous ne sommes pas sur le sol, nous ne sommes pas seuls sur le marché. Il y a beaucoup de pays qui produisent du riz, il y a beaucoup qui produisent de l'ananas, il y a beaucoup qui produisent de la banane. Il faut voir chaque filière, quels sont les problèmes, quelles sont les contraintes. Vous avez besoin de maîtrise de l'eau, vous avez besoin d'encadrement des paysans, vous avez besoin de semences sélectionnées, vous avez besoin d'engrais appropriés au sol, et vous avez besoin de mécanisation tantôt. Il faut faire un paquet où l'ensemble des contraintes qui gênent le développement de l'agriculture soient traitées convenablement. Il ne s'agit pas de prendre une contrainte, oui, j'envoie des engrais, je distribue ça, sans préciser les conditions d'accès. C'est une innovation, c'est gratuit, est-ce qu'on doit rembourser? Et si c'est le cas, est-ce que c'est remboursé? Est-ce que l'égalité de chances d'accès à ces engrais a été assurée? Ce n'est pas le cas. On dit, bon, on distribue, les militants du RPG sont prioritaires, et puis on ne sait pas, c'est de l'argent du trésor public. Est-ce qu'on doit le rembourser? On ne sait pas. Il n'y a pas d'information. Alors, ce n'est pas comme ça, il n'y a pas de visibilité. Dans le secteur minier, vous avez suivi, il s'est empressé de mettre en place un code minier. Pour indiquer que l'État prendra 35% du capital de toutes les sociétés minières. Et pour le Transguinéen, qui était indispensable pour l'acheminement du minerai du Demba et du Simandou, qu'il fallait que l'État soit propriétaire de la société à hauteur de 50%. Vous savez, je l'ai rappelé tantôt, le marché mondial attendait le minerai fer guinéen. Les gens étaient pressés qu'un gouvernement légal, que l'élection présidentielle finisse pour investir. Il y avait beaucoup de projets. Il y avait près de 20 milliards de dollars d'investissement. C'est des méga-projets qui ont été conçus, commencés à être négociés, sous Conté. Certains, lorsque moi-même j'étais Premier ministre.
Mais, vers la fin, la vie du président Conté était malade, c'était difficile. Après, il y a eu le coup d'État, il fallait attendre. Et puis, mais dès que M. Alpha Condé a pris le pouvoir, il a commencé, il a dit qu'il faut renégocier les conventions. C'est possible, c'est utile parfois, mais il faut le faire de manière à ne pas décourager les investisseurs. Et il faut changer le code minier, il faut tout changer. Et ça n'a fait que gêner, effrayer les investisseurs. Des gros projets qui attendaient. Je vous dis, BHP Billiton était prêt à installer une fonderie d'alumine à Bofa. Alcoa, pour traiter la bauxite de CDG, était prêt à installer une fonderie d'alumine. Comme ça, Global était prêt à créer une usine d'alumine à Sangaredi. Et du côté du Simandou, Rio Tinto était naturellement prêt à exploiter rapidement ces blocs. Et BGR avec Vallée, les deux autres blocs, Simandou. Et puis en plus, il y avait le fer de Zogota. On avait commencé déjà à installer, il voulait, avant fin 2011, exporter du fer à partir du port de Buchanan, par le Libéria dans une première phase. Et malheureusement, tout cela, finalement, s'est bloqué. Les gens n'avaient pas de visibilité, n'avaient pas la sécurité indispensable à l'investissement, et les gens sont partis. Puisqu'entre-temps, la demande mondiale a fléchi, et il n'y avait plus de marché. Donc, maintenant, là, actuellement, M. Alpha Condé prend les pieds de Rio Tinto, il faut investir avant 2015. Je suis prêt à toutes les concessions, d'ailleurs il a fait toutes les concessions pratiquement, mais il faut tenir compte aussi de la situation, du contexte international. Et la crise, on n'est pas sorti encore de la crise, la demande n'a pas repris, et les gens, entre-temps, comme avec la Guinée, c'était l'incertitude, ils ont ouvert une autre mine de fer en Australie. Alors ce n'est pas évident que tout de suite, ces gens-là puissent commenter l'exploitation de la mine. Et ensuite, pour le chemin de fer, il avait dit, pour le Transguinéen, il lui faut plus de 50%, il a été amené à renoncer à ça. Il dit, bon, maintenant, parce qu'on lui a demandé, si vous prenez 51% du capital, vous devez mobiliser 51% des financements nécessaires à l'investissement. Il ne fait pas les moins, c'est des infrastructures qui coûtent cher. Le Transguinéen, si c'est jusqu'au Lemba, c'est près de 1000 km, qui traverse le Fouta, les reliefs, et avec beaucoup de tunnels, et qui demandera beaucoup de... Belzone voulait exploiter la mine à Kalia, dans Farana. Ils ont essayé déjà de montrer qu'ils ont le savoir-faire en exploitant une mine de fer dans Forêt Kalia, mais tous ont perdu beaucoup de temps avant d'obtenir l'accord, et on n'est jamais sûr qu'on ne reviendra pas là-dessus. Donc voilà, ces hésitations, ce manque d'expérience, cette insuffisance de connaissance des contraintes du marché et de la manière dont il faut préserver les intérêts guinéens ont fait que vraiment la Guinée a perdu ses opportunités. La phase d'investissement aurait créé des dizaines de milliers d'emplois. Et lorsque Rio Tinto avait commencé à mettre en œuvre son projet, on sentait à Conakry. Il y avait beaucoup de sociétés qui avaient des contrats en tant que sous-traitants. Les propriétaires de belles villas, il y avait une demande forte de la part de ces compagnies. Mais tout ça, ils ont annulé tous les contrats, ils ont licencié le personnel et ils sont partis. Et voilà aussi le coût pour l'économie guinéenne de l'inexpérience et du manque de vision. Je voulais revenir sur les derniers rebondissements à Conakry, notamment ce qui s'est passé au TPI de Kaloum. Le professeur Alpha Condé, le TPI de Kaloum vient de condamner 2 anciens ministres de l'économie et de l'agriculture pour des détournements, disons, dans l'affaire du coton. Et on voit, le professeur Alpha Condé avait dit quand il était en Suisse qu'il va mettre en place, qu'il va publier les audits. Et assez souvent, quand on parle d'audit, tout de suite, le professeur Alpha Condé vise les anciens premiers ministres. Maintenant, ma question est la suivante, monsieur Diallo. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que là on sent, parce qu'on avait dit au temps du capitaine Dadis que l'affaire Friguia et l'affaire aussi de Air Guinée sont aussi dans le collimateur des auditeurs. Les anciens premiers ministres, Kouyaté, vous, Sidia, tout le monde est dans le collimateur de l'affaire. Je préfère qu'on attende la publication des auditeurs. En tout cas, le président de l'IFPJ n'a absolument rien à se reprocher. Je suis à l'aise depuis très fort longtemps. On parle de publication
publication de ces résultats. Moi, j'ai été audité, vous ne pouvez pas imaginer, depuis que j'ai quitté la primature. Et souvent, bon, j'attends de voir. Jusqu'à présent, on ne m'a rien reproché. Et bon, j'attends la publication de ces résultats. Ce que je puis vous assurer, c'est que je ne reproche rien, ni dans ces deux opérations, ni dans d'autres opérations considérées comme, à tort ou à raison, comme des moyens. Maintenant, à quand, on va revenir sur la politique maintenant, concernant notamment votre parti, l'UFDG. À quand le congrès de l'UFDG? Le congrès, normalement, il doit se tenir au mois d'août. Est-ce que vous êtes candidat? Ah, bien entendu. Je pense que j'ai bénéficié de la population et de la confiance des militants et du parti qui m'avaient porté à la présidence du parti au congrès en 2009. Je ne sens pas désaccord. Au contraire, je sens le soutien de militants, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, partout où je suis passé. Vraiment, l'accueil qui m'a été réservé, les manifestations, les réceptions grandioses et chaleureuses qui ont été organisées à l'occasion de mon passage. Et puis, voyez-vous, bon, la discipline qu'il y a au parti, lorsqu'on a décidé d'aller aux élections, les gens se sont battus pour aller aux élections. Il y avait d'autres qui disaient de ne pas aller aux élections. Mais ils ont dit non, certains ont dit, ouais, le président s'est doit dire de voter, moi j'ai voté. Bon, ce n'était pas une décision du président, c'est une décision du bureau exécutif de l'UFDG. Et lorsqu'il fallait siéger aussi, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on a consulté les fédérations, et toutes les fédérations, sauf 4 sur les 70 dont dispose le parti, ont demandé de siéger. Il ne faut pas faire la chaise vide, et puis on ne peut pas jeter 37 députés à la poubelle. Et nous l'avons fait, le parti fonctionne correctement, et nous sommes un des rares partis qui tient un bureau exécutif chaque semaine, une assemblée générale chaque semaine. Ceux qui sont passés à Conakry ont constaté, toutes les questions sont débattues, conformément au statut et au règlement intérieur, et toutes les décisions sont prises par les instances compétentes du parti. Le président peut annoncer la décision, mais elle a toujours fait l'objet de débats au sein des instances compétentes. Le bureau exécutif, le conseil politique, et tous les samedis, on a une assemblée générale où on prend contact avec les militants à la base. Donc au mois d'août, l'UFDG a son candidat pour 2015. Oui, je pense qu'on va essayer de faire un seul congrès, un congrès de renouvellement de la direction et un congrès d'investiture du candidat du parti. Je serai candidat à la candidature. La dernière question, monsieur, la dernière question. Le professeur Alpha Condé avait dit qu'il ne peut pas organiser des élections et les perdre. Oui. Et vous avez dit que vous n'accepterez pas la défaite. Alors qu'est-ce qui attend la Guinée en 2015? D'abord, la déclaration de M. Alpha Condé, professeur, lorsqu'on dit qu'on n'organisera pas des élections pour les perdre, vous voyez comment? C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui va décider, il va essayer de décider tout seul. Quelqu'un qui revendique 40 ans de combat pour la démocratie, lorsqu'il tient de tels propos, ça doit inquiéter tous les Guinéens. Il faut faire preuve d'humilité, d'attachement aux principes et aux règles démocratiques. Si je suis battu, j'accepterai les résultats. Et c'est le peuple qui est souverain, qui décidera qui sera président. Mais je n'organise pas les élections pour les perdre. Vous savez, il a dit beaucoup de choses. Il a dit que je ne perds, les opposants se font d'illusions en disant qu'ils vont gagner. Ils oublient que c'est moi qui nomme les préfets et les sous-préfets. Et il a investi les préfets et les sous-préfets de mission d'essayer d'installer le RPG et d'organiser des fraudes. Ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui est illégal. Et il avait dit que dans 6 mois, il n'y aurait pas d'opposition en Guinée. Hein? On s'est demandé comment. Est-ce que c'est des assassinats? Est-ce que c'est des audits? Est-ce que c'est des complots qu'on va nous coller pour nous éliminer? Bon, aujourd'hui, heureusement, en ce qui concerne l'UFDG est plus forte aujourd'hui qu'à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. C'est vrai parce que les gens ont pris conscience de l'incapacité du pouvoir actuel de répondre aux attentes de la population, que ce soit en termes de défense, de protection des droits humains, en termes d'amélioration des conditions de vie, en termes de sécurité, mais en termes d'unité de la nation. La Guinée n'a jamais été aussi divisée. Le bilan est là qui fera la campagne pour l'opposition. Et donc, aujourd'hui, les gens adhèrent massivement à l'UFDG, venant de tous les partis, notamment le RPG.
parce que les engagements n'ont pas été tenus, les conditions de vie ne sont pas améliorées. C'est très simple ça. Et ensuite, le pays est divisé en ethnies. Il y a les exclusions, il y a les discriminations, fondées surtout sur l'ethnie, sur la politique. Il faut être vraiment un RPG pour jouir de tous ces droits de citoyens. Tout le monde le sait. Et ça, c'est des problèmes. Les Guinéens ne veulent pas ça. Et je pense qu'ils vont sanctionner Alpha Condé pour ces dérives que nous avons enregistrées, aussi bien au niveau de l'unité nationale, au niveau de la protection des droits humains, au niveau de l'amélioration des conditions de vie. Je peux parler de l'électricité, de la gouvernance, de la qualité de la gouvernance, des marchés de gré à gré, les passe-droits, les narcotrafiquants qui prennent le pays en otage. De plus en plus, ils reviennent en force. Et en tout cas, le bilan de Dadis Camara, c'est d'avoir lutté courageusement contre les narcotrafiquants. Ceux qui n'étaient pas en prison étaient en exil. Aujourd'hui, c'est eux qui font la loi. Dans le pays, personne ne peut nier ça. Merci, monsieur. Merci.